Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Popin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière et d'une partie de l'Est de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui a dévoilé, lors de sa dernière séance du conseil municipal, les nouvelles orientations stratégiques qui guideront ses actions et ses décisions pour les prochaines années. Plusieurs étapes de consultation et un travail d'analyse lui ont également permis d'actualiser sa mission, sa vision et les valeurs sur lesquelles elle s'appuiera pour répondre aux défis actuels et futurs et ainsi mieux refléter les aspirations de la population. Au cœur de cette démarche, la Ville souhaite créer un cadre où nature et communauté prospèrent ensemble, un lieu où chacun contribue à façonner l'avenir de façon harmonieuse, innovante et durable. Sa mission, offrir des services soutenant la qualité et la pérennité de son milieu de vie. Sa vision, co-créer une ville inspirante aux abords de la montagne où sa communauté accueillante s'épanouit et où la nature est valorisée. Ces éléments sont le résultat d'une démarche participative qui s'est déroulée en 2023 et à laquelle ont collaboré les membres du conseil et le personnel municipal, les citoyens et les partenaires locaux. Des ateliers de co-création et de consultation, ainsi qu'un sondage qui a recueilli plus de 1000 réponses, ont permis d'évaluer la situation actuelle de Mont-Tremblant, d'analyser les besoins de la population et de tracer un portrait clair des attentes. De cette démarche sont nées 6 aspirations orientées sur la protection de l'environnement, le développement durable, l'innovation et la participation citoyenne. Soit protéger les ressources naturelles, réaliser un développement durable, optimiser l'implication citoyenne, déployer une offre de services responsable et agile, maintenir, adapter et développer les infrastructures et bâtir une culture de travail épanouissante. Ces aspirations se traduisent par 17 projets porteurs visant à concrétiser ces visions en réalité. Par la protection des espaces verts, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des services municipaux, la Ville de Mont-Tremblant se prépare à relever les défis de demain tout en restant fidèle à son caractère unique. Dès l'année prochaine, ces priorités prendront vie à travers un plan d'opération annuel qui sera adopté en décembre 2024. Ce plan d'action viendra éclairer les décisions budgétaires et préciser les priorités, les ressources, les échéanciers et les indicateurs de performance permettant de mesurer l'avancement de chaque projet. Un suivi régulier sera également mis en place pour s'assurer que les objectifs soient atteints et pour adapter les actions en fonction des besoins. À Mont-Tremblant, du 9 octobre au 3 novembre, la salle Alphonse Desjardins accueillera l'exposition Hôtel et pension, les débuts de la villégiature, présentée par la Société du patrimoine Sopabic. Profitez de cette occasion unique pour plonger au cœur de l'histoire et découvrir les origines de la villégiature sur le territoire de la ville. À travers une sélection d'objets d'époque, de photographies historiques et de documents d'archives, découvrez comment ces premiers établissements ont façonné le paysage culturel et économique de la région. L'exposition aura lieu à la salle Alphonse Desjardins à l'Hôtel de Ville. Visitez le site web de la Ville pour consulter l'horaire de l'exposition. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial-ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. La direction de santé publique du C3S des Laurentides informe la population que la coqueluche continue de circuler activement dans la région des Laurentides. En seulement 3 mois, le nombre de cas a augmenté de façon importante, passant de 41 cas signalés à la mi-mai à 1405 cas au 31 août. Au cours des 2 dernières semaines, les enfants de moins de 10 ans sont le groupe le plus touché. Depuis le début de l'année, 32 cas ont également été identifiés chez des enfants de moins d'1 an. La coqueluche est une infection très contagieuse causée par une bactérie qui se transmet par les gouttelettes de toux. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume, suivi de quintes de toux sévères, souvent accompagnés de difficultés respiratoires et d'un bruit aigu semblable à un chant du coq. Cette toux peut provoquer des vomissements et une décoloration bleutée du visage. Chez les nourrissons, un arrêt respiratoire peut être le premier symptôme et la toux peut parfois être légère, voire absente. Les personnes les plus vulnérables sont les bébés de moins d'1 an et ils sont particulièrement à risque de complications graves nécessitant souvent une hospitalisation. Les femmes enceintes sont également particulièrement à risque et les personnes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement courent un risque accru de transmettre la maladie à leur nouveau-né.
La vaccination des femmes enceintes permet de prévenir 90 % des hospitalisations et 95 % des décès chez les enfants âgés de moins de 3 mois. Avec la rentrée scolaire, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle qu'il est essentiel de maintenir sa vaccination à jour et encourage fortement la population à se faire vacciner contre la coqueluche pour limiter la transmission de cette maladie infectieuse et protéger les plus vulnérables. La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin gratuit est accessible en ligne sur Clic Santé par téléphone en composant le 1-866-495-5833. Plusieurs doses sont nécessaires pour obtenir une protection durable chez les enfants, soit à 2, 4 et 12 mois, ainsi qu'entre 4 et 6 ans. Les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner à chaque grossesse, idéalement entre la 26e et la 32e semaine, afin de protéger leur bébé jusqu'à ce qu'il puisse être lui-même vacciné à l'âge de 2 mois. Toute personne, quel que soit son statut vaccinal, présentant des symptômes de la coqueluche, ainsi que les personnes vulnérables ayant été en contact avec un cas de coqueluche, doivent rapidement contacter InfoSanté en composant le 811 ou consulter un médecin. En présence d'un diagnostic de coqueluche, il est recommandé d'éviter les contacts avec les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes dans leurs derniers mois de grossesse afin de les protéger. Pour plus d'informations sur la coqueluche et les mesures à adopter pour prévenir la propagation, consultez le site web du CI3S des Laurentides. Le CI3S des Laurentides, en collaboration avec le comité des usagers du Centre intégré, est fier d'annoncer sa participation aux Journées de la culture 2024 à travers un circuit artistique. Cette première édition mettra en lumière l'expression artistique des aînés hébergés dans 6 centres d'hébergement des Laurentides. Cet événement ouvert au grand public offrira aux visiteurs l'opportunité de découvrir une variété de formes d'art créées en collaboration avec les résidents. Les visiteurs seront invités à plonger au cœur des milieux de vie des aînés, à la rencontre de diverses expositions et activités créatives qui favorisent le développement des habiletés, l'estime de soi et l'ouverture aux autres. Cette immersion vise à renforcer les liens sociaux tout en stimulant la créativité des participants. Le samedi 28 septembre 2024, de 13h à 16h, au CHSLD Hubert Maisonneuve, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer Mme Olga Popa, artiste professionnelle qui a accompagné les résidents dans la création d'aquarelles. Une expression de ses œuvres sera présentée lors d'une visite guidée permettant aux participants d'admirer ses réalisations uniques. Au CHSLD de Saint-Benoît, les créations des résidents et du personnel seront mises à l'honneur, notamment des peintures sur toile et sur bois, des sculptures, de la sérigraphie et des savons faits à la main. À la Maison des aînés de Prévost, dans une ambiance musicale, une toile interactive intergénérationnelle sera réalisée en direct par les résidents et les visiteurs de tous âges, invitant à la collaboration et à l'échange autour de l'art. Au pavillon Philippe Lapointe, une exposition festive de toiles et de casse-tête réalisée par les résidents sera présentée, permettant aux visiteurs de s'immerger dans un environnement chaleureux et créatif. Au CHSLD, des auteurs découvriront les magnifiques jardins du CHSLD tout en admirant des œuvres de tricot et des toiles réalisées par les résidents. Une ambiance musicale sera également assurée par une résidente au piano, enrichissant cette expérience artistique en plein air. Au CHSLD de Saint-Eustache, une résidente talentueuse exposera ses peintures, tandis qu'un autre résident accompagnera la visiteur à la guitare tout au long de leur parcours, créant une atmosphère intime et musicale. Pour plus d'informations, visitez le site web du CI3S des Laurentides. Le 28 août dernier s'est déroulée la 4e édition de la journée Semer l'avenir, initiée par le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides en collaboration avec Zone Emploi Antoine Labelle. Une vingtaine de familles de la MRC Antoine Labelle étaient réunies avec de nombreux partenaires au parc des Canotiers de Mont-Laurier. L'objectif de la journée était de permettre aux familles de la région de tisser des liens avec les différents partenaires de la communauté. Dans le cadre de la journée, une chasse au trésor était organisée afin que les familles découvrent les services des différents organismes sur place. Les enfants ont pu s'amuser dans les jeux gonflables et profiter des repas offerts par les organismes et commerçants de la région. Encore cette année, la journée fut une réussite grâce à la participation des organismes présents, soit Zone Emploi d'Antoine Labelle, le Centre de ressources périnatales La Merveille, le Centre de la famille des Hautes-Laurentides, le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Antoine Labelle, la Maison Clotilde, les jardins cultivés pour nourrir, l'Anthropique, le service de sécurité incendie de la ville de Mont-Laurier, la Sûreté du Québec, les ambulances Y. Bouchard et Fils, ainsi que plusieurs intervenants du CI3S des Laurentides. À l'heure des changements climatiques et de profonds bouleversements de la diversité biologique mondiale, la Ville de Saint-Sauveur invite les Sauverois et Sauveroises à contribuer à sa future politique de l'arbre en répondant au sondage « Contribuer à la future politique de l'arbre ».
La forêt municipale, constituée des arbres de rue et de parcs, est complémentaire à la forêt privée et aux nombreux arbres déjà présents sur chaque propriété. Cette trame verte forme des corridors fauniques et floristiques, fournit une multitude d'habitats, contribue aux saines habitudes de vie sur le plan psychologique et physique, régule les débits d'eau pluviale, augmente la valeur marchande des propriétés et bien plus encore. Or, la richesse d'un plan de la forêt urbaine réside notamment dans les savoirs, les intérêts et les intentions populaires. En 15 questions, le sondage vise à obtenir les réflexions et opinions des citoyens et citoyennes sur le sujet. Les données ainsi obtenues bonifieront l'élaboration d'une politique de l'arbre et la production d'un plan de protection et de valorisation de la forêt urbaine et sauveroise, d'importantes initiatives pour lutter et s'adapter à un univers changeant dont la publication est prévue pour la fin 2024. Le sondage est disponible sur le portail citoyen de la Ville de Saint-Sauveur. Pour plus d'informations, contactez le service des communications et des relations avec les citoyens au 450-227-0000 au poste 2700 ou écrivez à communication@vss.ca. C'est le 20 août qu'ont été donnés les premiers coups de pelle pour faire du parc Camille-Michel un espace sur mesure résilient face au changement climatique et conçu par et pour les Sauverois. Issu d'une collaboration étroite avec le Centre de technologie de l'eau, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord Abri-Nord, l'Institut des territoires et le Living Lab, le projet de réaménagement du parc Camille-Michel avait pour but d'adapter ce dernier au changement climatique, de contribuer à éviter les inondations en aval et de créer un îlot de fraîcheur pour les résidents environnants. Lancé en 2021, le projet se divisait en 2 phases distinctes, soit une phase d'étude de faisabilité technique et écologique, puis une phase de travaux. Les études de faisabilité technique ont démontré que le milieu, dans son état actuel, ne dispose pas de la structure nécessaire pour une gestion satisfaisante des eaux de pluie. De plus, les études écologiques ont permis de constater que les arbres du parc actuel ne pourront s'adapter au changement climatique et aux variations de température prévues dans les prochaines années. Un sondage citoyen diffusé auprès de la population a permis de cibler les critères de départ pour le réaménagement du parc qui ont constitué la base de travail du comité technique constitué de représentants de la ville, de professionnels en architecture du paysage, des organismes collaborateurs mentionnés et de 5 citoyens ambassadeurs pour l'élaboration d'un plan concept du parc. Ce plan a ensuite été soumis à une consultation citoyenne menée sous la forme d'un laboratoire en innovation ouverte. Le nouvel aménagement, qui prévoit la planification d'arbres, la déminéralisation des sentiers et une bonification de l'aire de socialisation, favorisera la biodiversité et la diversité fonctionnelle des arbres, la diversité des usages du parc, une meilleure gestion des eaux pluviales, l'accessibilité universelle du parc et de son mobilier, la socialisation et le jeu libre, la mobilité durable et l'activité physique, une meilleure sécurité des usagers en éliminant les cachettes ou cul-de-sac et en fournissant un éclairage adéquat. Un îlot de fraîcheur ainsi qu'une zone de jeu libre avec des modules de jeu fabriqués de matériaux naturels pour les enfants âgés de 0 à 5 ans sont également prévus. M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, salue le projet de la Ville de Saint-Sauveur qui permettra à la population de mieux faire face aux aléas climatiques en misant sur l'atténuation des effets des vagues de chaleur et la réduction de la pression sur le système des eaux pluviales. Le maire Jacques Gariepi mentionne que le projet du parc Camille-Michel est un projet avant-gardiste et que l'administration municipale est fière de l'implication directe des citoyens dans la réalisation du plan concept du parc. Dominique Arnaud, membre du comité technique et résidente de Saint-Sauveur, affirme qu'elle est heureuse que la municipalité mette à profit l'expérience des riverains du parc pour le projet de réaménagement. Elle ajoute que la préservation de l'environnement face au changement climatique est au cœur des préoccupations de la Ville et qu'elle est heureuse que le parc fasse office de vitrine pédagogique des bonnes pratiques citoyennes en matière d'aménagement urbain et paysager. Ce réaménagement est rendu possible grâce à une subvention du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, octroyée dans le cadre du programme Climat Municipalité phase 2. Revenez-nous après la pause pour notre entrevue avec M. Gilles Saint-Amand, conseiller municipal d'Huberdeau, responsable du dossier culture, qui nous parlera des festivités des Journées de la culture à Huberdeau, centrées cette année autour du personnage et de l'artiste légendaire Frédéric Bach. Nous sommes maintenant avec M. Gilles Saint-Amand, conseiller municipal à la ville d'Huberdeau.
Monsieur Saint-Amand, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Merveilleux, ça va d'autant plus bien parce que vous êtes ici de nous parler d'un dossier qui vous touche, qui vous tient à cœur, donc le dossier de la culture. À la fin septembre, nous aurons les Journées de la culture qui, cette année, à Huberdeau, vont être centrées autour d'un personnage important, d'une personne que vous connaissez très bien, pas en personne, mais dont vous connaissez l'histoire. De qui s'agit-il? Il s'agit de Frédéric Bach. Frédéric Bach, qui est-il? D'abord, c'est un Français d'origine qui était un artiste et qui a demandé à immigrer au Québec après avoir correspondu avec une jeune fille du village d'Huberdeau, qui était l'institutrice du village à l'époque. Son père était chef de guerre, etc. Et ils se sont mis à correspondre. Elle écrivait très bien, évidemment, était institutrice. Elle lui envoyait énormément d'informations sur le Québec, le Canada, les paysages, des cartes postales, etc. Et lui, comme artiste, lui envoyait des paysages, des scènes qu'il peignait là-bas, et ils se sont mis à correspondre comme ça. Au bout de 2 ans, il s'est envenu au Québec. Je veux rentrer éventuellement dans les accomplissements et les prix reçus, puis l'œuvre de M. Bach, mais je veux d'abord vous poser une question par rapport à cette relation épistolaire que vous nous venez de mentionner, parce que c'est quelque chose que ma génération, les personnes de mon âge, on ne peut plus imaginer. Prendre le temps d'écrire une lettre, attendre plusieurs semaines, surtout puisque Canada, Europe, attendre plusieurs semaines avant de la recevoir et construire une relation de la sorte sur une si longue période de temps. Cette relation épistolaire-là, d'une institutrice à Huberdeau et d'un homme en France, comment est-ce qu'elle a débuté? Comment est-ce qu'elle est née? Parce que ce n'est pas deux personnes qui se sont rencontrées dans la rue puis qui sont retournées. Absolument. Comment ça a commencé? Absolument. Lui avait vu des paysages peints par des peintres canadiens qui l'impressionnaient beaucoup, les grandeurs de nos paysages, évidemment, la neige, etc. Et il était intéressé à découvrir le Canada. Et après la guerre, il a demandé à l'Agence Canada-Normandie de trouver un correspondant avec qui il pourrait échanger. Et ils lui ont donné une correspondante. Donc, un pur hasard. Un pur hasard. Donc, qui s'appelait Ghislaine Paquin, donc l'institutrice du village d'Huberdeau, comme j'expliquais. Et ils se sont mis comme ça à échanger durant 2 ans. On comprend qu'effectivement, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de courriel, etc. à l'époque. Donc, ça s'est passé comme ça durant 2 ans. Au bout de 2 ans, il est venu au Québec, justement pour découvrir nos grands paysages et évidemment rencontrer sa correspondante. Oui, c'est ça que j'allais demander. Si sur une échelle en termes de pourcentage, les raisons qui l'ont poussé à venir au Canada, est-ce que c'était plus Mme Paquin ou c'était plus les paysages qu'il voulait? Je pense que Mme Paquin y était pour avait un gros rôle à jouer là-dedans. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez mentionné, vous nous avez un tout petit peu parlé de l'immense talent de M. Bach en termes de dessin de paysages. Et dites-nous comment il a pris ce talent afin de se démarquer dans son industrie. D'abord, quand il est arrivé ici au Québec, justement, comme les paysages le fascinaient beaucoup, et certains métiers qui n'existent plus aujourd'hui, lui, il voulait que ces paysages-là et ces scènes-là de la vie quotidienne continuent à exister. Alors, il s'est mis à peindre énormément de choses. Et il a finalement été accueilli à l'École du Meuble à l'époque, qui est devenue après ça l'École des beaux-arts de Montréal, pour remplacer Paul-Émile Bordua. Paul-Émile Bordua est une figure très connue au Québec, là, qui avait écrit Le Refus global, un livre à l'époque. Alors, et c'est lui qui l'a remplacé, il a enseigné. Et peu de temps après, Radio-Canada a été créé en 1952 et il est rentré à Radio-Canada comme justement illustrateur, maquettiste, décorateur, etc. Et là, son talent, évidemment, son potentiel, parce qu'il faisait des choses en direct à l'époque dans plusieurs émissions de sciences, etc., d'information. Et là, il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Et en 1968, ils ont créé le département de cinéma d'animation à Radio-Canada. Et c'est là qu'il s'est mis, entre autres, à produire et à faire des films qui ont été connus à travers le monde, dont 2 qui sont très connus. Évidemment, on parle de L'homme qui plantait des arbres, qui a gagné des nominations à travers la planète, et Crac aussi, qui est un film qui raconte l'histoire du Québec à travers une chaise berçante. Film qu'on va d'ailleurs présenter dans le cadre des activités qu'on va faire dans le cadre des Journées. Je veux qu'on parle de ces deux œuvres qui ont été, qui ont été remarquées et qui se sont distinguées. D'abord, moi, j'ai un bac en journalisme, et donc, le fait que M. Bach ait travaillé pour Radio-Canada, je trouve ça très intéressant parce qu'une personne de son talent à Radio-Canada, j'imagine qu'éventuellement, il a eu un choix. Soit quitter et se concentrer purement sur l'artistique et le divertissement avec son art, ou il aurait pu rester à Radio-Canada, devenir un caricaturiste et avoir une œuvre un petit peu plus philosophique, un petit peu plus pensée. Donc, faire jugement ou porter jugement sur la société avec des caricatures, comme le font beaucoup de caricaturistes extraordinaires. Et donc, M. Bach a choisi
le divertissement, la beauté pour la raison de la beauté. Beauty for beauty's sake. Donc, juste, je me concentre sur ce que je fais. Je veux que ce soit joli et je veux que ça fasse éveiller des émotions chez les gens qui le voient plutôt que de la pensée. Oui, bien, je vous dirais non, je vous corrigerai là-dessus. Parfait, justement. Corrigez-moi, parce que moi, j'ai assumé, je ne connais pas M. Bach, j'ai assumé que c'est ça, et je me trompe. C'est un peu tout le contraire. OK. Le principe de Frédéric Bach, il aurait pu tomber dans ce qu'on appelle le cartoon, comme les Américains faisaient du dessin animé, l'animation, etc. D'ailleurs, Disney a voulu engager Frédéric Bach. Et Frédéric Bach a refusé pour rester justement, je dirais, un agent libre et autonome pour pouvoir faire le genre de film que lui aimait. Ces films étaient fondamentalement centrés sur tout ce qui est protection de la nature, l'environnement. C'était un écologiste avant tout le monde, en fait. Donc, ce qu'il trouvait important, c'était pas de distraire. Au contraire, c'était d'éduquer, sensibiliser, toucher les gens et espérer que ça l'amène chez eux autres une certaine réflexion, une certaine prise de conscience qui les amène à poser des gestes. D'ailleurs, L'homme qui plantait des arbres, si vous me permettez, qui est considéré comme son chef-d'œuvre. Il faut comprendre que ce film-là dure 30 minutes. En cinéma, c'est 24 images secondes. Pour faire 24 images secondes, un film de 30 minutes, il a dû faire 20 000 dessins à la main, là, un par un. Là. On n'est plus dans le cinéma d'aujourd'hui. Non, c'est plus du computer generated. Donc, ce film-là a provoqué à travers la planète, parmi tous les gens qui ont pu voir ça dans des villes à travers le monde, des gens se sont mis à planter des arbres un peu partout, justement pour dire qu'il faudrait qu'on comprenne l'importance évidemment, de protéger notre environnement, etc. Ça, c'est l'exemple d'un de ces films. Le fleuve aux grandes eaux qui parle du fleuve Saint-Laurent aussi, sur le respect des cours d'eau, sur le traitement qu'on fait à nos cours d'eau, etc. C'était un homme qui était excessivement préoccupé justement par le développement un peu sauvage parfois qu'on fait au détriment de notre environnement culturel, social, communautaire, etc. Donc, la beauté du monde le préoccupait beaucoup. Fait que ces films étaient éminemment instructifs, sensibles, éducatifs et distrayants en même temps aussi, parce qu'évidemment, c'était des chefs-d'œuvre sur le plan. Pourtant, je trouve ça surprenant que vous me dites qu'il ait décidé de ne pas travailler avec Walt Disney. Puis la raison que vous avez donnée pour ça, c'est qu'il voulait rester un agent libre et pouvoir éduquer. Pourtant, beaucoup des films, la plupart des films de dessins animés de Walt Disney ont tous des leçons de vie très, très, très importantes qui sont tissées à travers la tapisserie du film. Le Roi Lion, Mulan sur le féminisme, il y a énormément de films de Walt Disney qui nous apprennent des choses et lorsqu'on les regarde ou on les visionne avec du recul des années plus tard, moi à 32 ans, je regarde un film de Walt Disney, je regarde La Petite Scène ou je regarde La Belle et la Bête et je comprends des choses que je n'avais pas compris quand j'avais 10, 11 ans et j'aperçois des leçons de vie que je n'avais pas compris. Et donc, ça, il me semblerait que ça joue parfaitement pour M. Bach, mais vous nous dites qu'il a refusé ça, j'imagine, pour se concentrer exclusivement sur des leçons écologiques? Pas nécessairement exclusivement, mais c'était vraiment son cheval de bataille, puis c'était vraiment ce qui était son moteur. Mais j'imagine qu'il aurait pu faire ça avec Walt Disney à plus grande échelle, avec plus de moyens. Il a réussi à le faire, je vous dirais, probablement plus qu'il aurait pu le faire avec Walt Disney, parce que Walt Disney, c'est quand même une commande, c'est quand même une industrie. Il aurait été au service d'une industrie et non plus au service d'une cause. Alors qu'à Radio-Canada, il avait entièrement le champ libre durant toutes les années où il a produit ses films. Radio-Canada a même parfois hésité en se disant, parce que faire le film L'homme qui plantait des arbres, 20 quelques mille dessins, 3000 maquettes, ça a pris 5 ans. Est-ce que Radio-Canada est capable de supporter un artiste durant 5 ans sans voir le résultat? Non. Mais Frédéric Bach, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le film Crack, qui avait gagné le premier Oscar d'ailleurs que Radio-Canada, que le Canada a gagné à Hollywood avec un film d'animation, c'est Frédéric Bach avec le film Crack. 5 ans plus tard, il produit L'homme qui plantait des arbres. Il gagne encore à Hollywood. En fait, ses 4 derniers films, Le fleuve aux grandes eaux, ont aussi été nommés aux Oscars à Hollywood. C'est phénoménal, là. Quand un film est nommé aux Oscars, quand on ait l'ampleur du cinéma d'animation à travers la planète, notamment chez les Japonais, qui sont très forts dans le domaine depuis des années, qu'il arrive à devenir presque un dieu. Au Japon, Frédéric Bach a eu la plus grosse et la plus grande exposition au monde sur Frédéric Bach a été faite au Japon, quelques années avant qu'il décède. Ils ont fait une œuvre extraordinaire. Ils l'ont accueilli là-bas. Il y avait 88 ans, 87 ans, je pense, à l'époque. Parce que Frédéric Bach, là-bas, est considéré comme le maître du cinéma d'animation. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce qu'en tant que Québécois, l'ande adoptive de M. Bach, nous le sous-apprécions?
En fait, on le méconnaît définitivement. Okay. C'est sûr. C'est d'ailleurs un peu dramatique parce qu'il y a énormément de livres qui ont été faits sur lui, il y a énormément de reportages qui ont été faits sur lui, mais la nouvelle génération, évidemment, avec tout ce qui existe aujourd'hui comme outil de communication, comme information, c'est pour ça d'ailleurs que l'objectif des activités qu'on organise dans le cadre des Journées de la culture, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs activités. Mais l'objectif ultime, c'est pas de créer un événement ballon qu'on appelle puis qu'il ne se passera plus rien après. Là. On a fêté ses 100 ans puis on oublie Frédéric Bach. C'est pas l'objectif. L'objectif, au contraire, c'est de faire naître l'idée de garder en mémoire l'œuvre et l'implication sociale de ce génie-là du cinéma d'animation. Et c'est pour ça qu'on parle de créer un festival de cinéma d'animation dans les Laurentides. C'est pour ça qu'on parle de d'autres événements aussi qu'on veut créer en donnant des ateliers sur le cinéma d'animation, puis qu'on veut susciter la création chez les jeunes, entre autres, dans les cégeps, les universités, etc. Puis peu importe les méthodes d'animation utilisées, on sait qu'on est rendu beaucoup plus loin aujourd'hui avec tous les logiciels d'animation pour créer. Et les jeunes sont créatifs. J'ai assisté à plein de festivals depuis 2-3 ans et je suis abasourdi par le talent des jeunes, pas juste des jeunes, mais entre autres des jeunes dans le domaine du cinéma d'animation. Donc, on veut donner une plateforme à ça dans les Laurentides et à chaque année remettre à un artiste de la relève le prix Frédéric Bach pour rappeler encore là à chaque fois à ces gens-là qui ne l'ont pas connu, et c'est normal, hein, qui était cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on en parle de cette façon-là avec autant d'admiration pour les gens qui sont proches du monde du cinéma? Alors, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée avec les Journées de la culture cette année. C'est son centenaire. Et on a un parc qui est dédié à lui et sa conjointe ici à l'entrée du village. Fait qu'on veut vraiment faire des choses qui vont faire en sorte que même les jeunes générations vont pouvoir apprécier, parce que dans le parc en question, on va mettre 4 peintures qu'il a faites quand il est arrivé dans la région. On va rentrer dans l'événement lui-même, ce qui va arriver à quel moment, mais d'abord, si vous me le permettez, s'il vous plaît, une petite question qui demande peut-être un petit peu plus de réflexion. Au niveau des médiums communicationnels, croyez-vous que le dessin est le plus pur? Vous entendez quoi par le dessin plus peu? Vous voulez dire le dessin par rapport à d'autres d'expression? Oui. Bien, est-ce que c'est plus pur? Écoutez, c'est difficile pour un néophyte comme moi, qui ne suis pas un artiste d'abord, de dire qu'est-ce qui est plus pur ou pas. Est-ce que c'est un peu comme quand on parle de musique. Est-ce que la musique des années 70 était plus pure parce qu'elle était moins instrumentalisée? Il y a moins d'artifice, dans le sens où quelque chose qui est généré par ordinateur, quelque chose qui intègre du bruit, c'est moins pur. Il y a plus de choses dans les autres médias sur lesquels on peut se concentrer, tandis qu'un dessin, c'est purement visuel. Un dessin, parce que justement, c'est plus long à produire à la main, il y a moins de choses à regarder, donc le message doit être plus direct. L'histoire qui est racontée dans l'image doit être racontée plus rapidement, j'ai l'impression. Donc, moi, je la considérerais, puis oui, c'est un terme flou, c'est un terme très, très, très englobant, mais à mon avis, moi, je le considérerais plus pur que les autres. C'est définitivement, en tout cas, quelque chose qui demande énormément de travail. Comme on disait tout à l'heure, 24 images secondes. Donc, pour faire une seconde de film, il faut faire 24 images. Donc, c'est reproduire la même image. C'est un travail de moine. C'est un travail de moine. Là, hein. Donc, est-ce que ça, aujourd'hui, a plus de mérite que les méthodes utilisées par certains créateurs d'aujourd'hui? Oui. Et là, on ne parle pas de l'intelligence artificielle qui peut nous pondre un dessin en... Pour répondre à votre question, oui. Moi, ça a absolument plus de mérite. 100%, c'est quelque chose, vous l'avez dit vous-même, 5 ans à passer à dessiner. Oui, ça a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui rentre quelques commandes dans un ordinateur qui nous crache une histoire au complet. Là. Non. Mais 100%. Je suis heureux de vous l'entendre dire parce que moi, je peux le défendre comme ça, j'ai aucun problème. J'ai de l'admiration pour évidemment ce personnage-là, cet homme-là. Donc, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître toutes ses œuvres. Et il n'a pas fait que des films d'animation. Il a fait La Verrière de la Place des Arts, pour ceux qui ont déjà pris le métro à Montréal, qui raconte l'histoire de la musique au Québec, qui a été faite quand le métro a été créé dans 1967. En fait, c'est lui qui a fait ça, avec un autre collaborateur. Il a fait d'énormément de verrières dans des églises à Montréal, dans des restaurants très connus, Hélène de Champlain sur l'île Notre-Dame, etc. Bref, il n'était pas connu essentiellement pour... Il a fait des affiches, il a fait énormément de choses aussi en dehors du cinéma d'animation. Donc, ce n'est pas c'est un maquettiste, évidemment. Il a travaillé sur des émissions de télévision où il a créé des décors qui sont phénoménales sur des émissions qu'on a vues. Multidisciplinaire, donc. Très.
très multidisciplinaire. Même les mosaïcultures à Montréal, où c'est des arbres, etc. Ouais. Il y a une reproduction, entre autres, de l'homme qui plantait des arbres avec son chien à côté, etc. Et c'est lui qui leur a expliqué comment bâtir ce structure-là. Il les a énormément conseillés sur l'ensemble des mosaïcultures, pas juste sur ses œuvres qui représentaient ses œuvres. Donc, c'est vraiment un créateur. C'est quelqu'un qui avait une vision. D'abord, il avait appris l'architecture aussi à travers ses cours d'art, de dessin, de peinture lorsqu'il était en Europe. Fait que cette créativité-là, puis cette imagination-là et cette capacité de travail, tous les gens qui l'ont connu ont dit que c'était un bourreau de travail. Je veux me pencher là-dessus un petit peu parce que j'ai toujours été fasciné par les personnes qui ont ce niveau de talent-là et ce niveau de passion-là. Des gens comme vous et moi, éventuellement, nous allons prendre notre retraite et nous n'allons rien faire. Nous allons nous amuser, nous allons jouer au golf, nous allons boire de la bière, on va rien faire, on va être à la retraite. Mais une personne comme ceci, du moins les personnes comme M. Bach qui ont ce même niveau de talent et de passion, c'est pas une switch qui peut s'éteindre ou s'allumer. C'est ce que je fais, c'est qui je suis et je n'arrêterai jamais de faire ça. Je ne prendrai jamais de repos parce que je suis incapable de faire autre chose. Est-ce que M. Bach, les quelques dernières années de sa vie, a pu finalement prendre un repos bien mérité ou est-ce qu'il s'est affairé à cette tâche d'éveil écologique par son art jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Définitivement. Il a pris sa retraite de Radio-Canada après 41 ans, donc en 1993. À partir de là, jusqu'à son décès en 2013, donc durant 20 ans, ça a été un militant écologique soutenant plusieurs causes, des groupes comme Au Secours, les Artistes pour la paix, etc. Bref, tous les groupes écologiques au Québec qui demandaient sa collaboration, que ce soit pour faire des affiches, faire une promotion, céder certaines de ses œuvres pour faire des levées de fonds, etc. Il a été très, très impliqué jusqu'à la fin, puis il allait beaucoup dans les écoles, les cégeps, les universités, justement, pour parler de l'importance de l'art, mais de l'importance aussi qu'il y ait un message derrière ça et de ne jamais abandonner, d'oser croire dans leurs rêves. Puis fait que c'était pas un idéaliste, c'était un gars qui était, c'était quelqu'un de pratique, mais qui avait une vision du développement. Puis moi, je pense que c'était un idéaliste parce que, puis à ce moment-là, 2013, au moment de son décès, je crois qu'il pouvait se le permettre. Parce que moi, j'ai 32 ans, nous sommes en 2024, et moi, j'ai perdu tout espoir. Avec les changements climatiques, moi, je suis persuadé que dans 50 ans, la planète brûle et qu'on peut cuire un œuf sur l'asphalte, qui est déjà le cas. Moi, je crois que c'est un phénomène qui est rendu irréversible. Et donc, j'ai perdu espoir. Je n'ai plus cet idéalisme-là que M. Bach avait. Dites-moi que j'ai tort, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas vivre le reste de ma vie avec ce pessimisme. J'aimerais vous dire que vous avez raison ou que vous avez tort, peu importe. En fait, c'est pas moi qui vais changer votre génération, c'est vous qui allez la changer. Et c'est un peu le message qu'il envoyait. Lui, il était très conscient qu'il arrivait aux fins de sa vie, puis et ce qu'il voulait laisser, c'était n'abandonner jamais, de penser que tout est fini et qu'il n'y a plus d'espoir. C'est la pire des choses, je pense. Est-ce que la planète va s'en sortir? Je ne serai pas là pour vous le dire, moi non plus, dans quelques années. Et quand vous dites que les gens à leur retraite, souvent, on pense à... Moi, j'ai 67 ans, je travaille 15 heures par jour sur des projets parce que j'y crois, parce que j'aime ça. Et je ne suis pas tout seul. Je sais qu'il y en a d'autres traités comme moi. Maintenant, s'il y en a d'autres qui choisissent, eux autres, de vivre une vie plus oisive, de voyager, c'est un choix. Ils ont travaillé toute leur vie pour ça, tant mieux pour eux. Mais moi, je crois qu'il y a encore des gens très engagés, très militants. On regarde les loisirs à Huberdeau. On regarde comment les gens sont impliqués dans les fêtes du village. Ce sont tous des bénévoles. Même la résidence personnes âgées, c'est peut-être 80 %. Il y a des employés, mais il y a énormément de bénévoles qui gravitent autour de ça. Donc, et c'est des gens, souvent à la retraite, là. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont assis chez eux et qui attendent la fin de leur vie. Parlez-moi de l'art en tant qu'outil de militantisme. Dans le sens où, moi, j'ai l'impression que l'outil de sensibilisation le moins efficace, ça va être directement aller voir une personne et lui dire « Regardez, il faut être sensible par rapport à ça parce que sinon... » Les gens sont tellement rendus avec des œillères que si une personne lui dit quelque chose directement comme ça, « Ah non, ça ne me concerne pas, je ne veux pas t'entendre. » Par contre, si on tente de le faire par le biais de l'art, les gens semblent beaucoup plus réceptifs à ce type de message-là parce que le message n'est pas dit directement. Il est incrusté, il est mis dans quelque chose d'autre. Donc, ce qui ouvre la porte, c'est l'art et le message vient par la suite. Donc, M. Bach avait compris ça. Tout à fait. Tout à fait.
Tout comme, est-ce que certaines chansons, est-ce que certains films, est-ce que certaines peintures, est-ce que peuvent éveiller, stimuler. Et M. Bach, effectivement, avait compris que le message, c'est pas de dire aux gens, vous devriez... Il ne faut pas le marteler, il ne faut pas le marteler. Non. C'était pas un prédicateur, un prêcheur, mais il y avait des croyances, il y avait une lecture du monde qui faisait en sorte qu'il se disait, je pense que c'est important de parler de ça, puis de défendre certaines causes, puis de ne pas abandonner, justement, de ne pas penser qu'il n'y a plus rien à faire, puis de se croiser les bras en disant, parfait, le cataclysme va arriver, puis on laisse tomber. C'était pas dans sa nature. Et je pense que c'est ça, son éveil à lui a provoqué beaucoup d'éveil chez beaucoup de gens. Je veux parler de cet éveil-là, parce que son désir de défendre les intérêts de l'environnement nécessairement découle d'un amour envers cet environnement et les paysages qui le composent. Est-ce que cet amour-là, il l'avait déjà en France ou c'est lorsqu'il est arrivé au Québec et qu'il a vu le caractère grandiose de tout ce qui nous entoure, les Appalaches, le bouclier canadien, les basses terres du Saint-Laurent, le fleuve, c'est à quel moment que cet amour pour l'environnement est né? L'avais-tu là-bas ou c'est né par notre environnement ici? Non, c'est né là-bas. C'est quelqu'un qui vivait, entre autres, en campagne, entre autres, dans des régions. Il est très jeune. En fait, il a commencé à dessiner, il avait à peine 2 ans, là, avec des petits bouts de crêpe, des boudins. Et il dessinait des animaux. Il avait une préoccupation, justement, pour le traitement qu'on faisait aux animaux. Et dans le temps de la guerre, il voyait, entre autres, comment les gens traitaient les animaux, les chevaux, etc., puis ils les amenaient à l'abattoir ou qu'ils les maltraitaient. Et ce genre de choses-là l'a sensibilisé beaucoup au fait que si on est capable de traiter comme ça les animaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les humains? Donc, non, cette sensibilité-là, il l'avait déjà. Et son intérêt pour les grands paysages aussi, il avait peint énormément de choses aussi en Europe. Mais évidemment, la grandeur des paysages ici a fait juste comme exploser. Puis en même temps, certaines scènes aussi qui n'existaient pas, des métiers qui n'existaient peut-être pas en France qu'on voyait ici. Non, c'est quelque chose qui était, je pense, depuis tout jeune, là, son intérêt pour les paysages, les animaux, la nature, etc. J'aurais une petite question peut-être intéressante pour vous. Si vous deviez comparer M. Bach, donc étant un cinéaste d'animation, si vous aviez à le comparer à un cinéaste pas d'animation, est-ce qu'il serait plus comme Christopher Nolan, où ce sont des films un petit peu plus réfléchis, avec une intrigue complexe? Est-ce que ce serait plus James Cameron, que c'est juste le caractère grandiose, les explosions? Est-ce qu'il serait plus Ridley Scott, que c'est un mélange des deux? Donc, si vous deviez comparer M. Bach à un cinéaste contemporain que les gens connaîtraient aujourd'hui, Denis Villeneuve, par exemple, à qui est-ce que vous le compariez? Mon Dieu, tu me poses une bonne question. Ma culture cinématographique n'est pas assez bonne pour te faire comparable, même si je connais les gens dont tu me parles. Comparez-le à un peintre, alors. Est-ce que tu m'amènes sur un terrain encore moins... un terrain moins connu. Plus familier que le cinéma qu'avec la peinture. Non, pour moi, de toute façon, c'est une comparaison qui serait boiteuse. Parce que je me dis, Frédéric Bach, c'est Frédéric Bach. J'aime ça. Il y a son style, il y a son univers. Il y a certains, par contre, artistes cinéastes d'animation d'aujourd'hui qui s'inspirent de ce que Bach faisait, du style d'œuvre qu'il faisait et de la façon de travailler même de Bach, qui est quand même, entre guillemets, dépassée par rapport aux nouvelles technologies. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? L'imitation est la plus grande forme de flatterie. Flattery, imitation, c'est ça, exactement. Mais non, je pense que Bach a son univers à lui, puis il faut voir ses films justement pour comprendre à quel point il se distinguait de tout ce qu'on a pu voir dans le domaine du cinéma d'animation. Je suis un maniaque de cinéma, moi, c'est clair et net. Les noms des réalisateurs, c'est plus ou moins... Mais je peux vous dire que ce que j'ai vu fait par Frédéric Bach, c'est hors du incomparable. Commun. En tout cas, moi, je trouve que c'est incomparable. Puis je pense que si je me fie au jugement qu'il a reçu à travers le monde, à travers les 8 films, les 9 films qu'il a produits pour Radio-Canada, qui ont tous reçu des nominations à travers le monde. Écoutez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, c'est pas arrivé avec tout le monde. L'événement lui-même? L'événement 27, 20, les journées de la culture, c'est le 27, 28, 29 septembre. Exact. Qu'est-ce qui se passe à Huberdeau pour honorer M. Bach? Bon. Voilà. Donc, ça commence le vendredi soir avec un conteur qui s'appelle Yvon
j'ai oublié, Yvon Boutin, qui va à Huberdeau raconter aux gens l'histoire du village, va les faire participer à l'échange, l'implication des gens, etc. Et à travers ça, à l'hôtel de ville d'Huberdeau. Et en même temps, qui va inclure là-dedans, évidemment, l'histoire du couple Frédéric Bach, Ghislaine Paquin. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, qui, elle, est institutrice dans le village, fille du chef de gare, lui qui est arrivé de France sur un bateau tout rouillé, avec une vieille bicyclette, pas d'argent en poche, puis qui vient rencontrer la femme, finalement, qui va marier, avec qui il va vivre au-dessus de 60 ans, etc. Donc, le vendredi soir, c'est notre conteur-raconteur à l'hôtel de ville d'Huberdeau, et on finit la soirée en présentant le film Crack, justement, qui a gagné le premier Oscar que Frédéric Bach a gagné à Hollywood, et qui raconte l'histoire du Québec à travers une chaise berçante, etc. Le lendemain, dans le parc Ghislaine et Frédéric Bach, justement, qui est à l'entrée du village, on inaugure 4 peintures que Frédéric Bach a faites dans la région. Et en plus de ça, les gens vont pouvoir regarder ces peintures-là à l'aide de la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? On se prend un téléphone ou une tablette, on met notre téléphone devant l'œuvre en question en ayant d'abord downloadé, je n'ai pas l'expression en français, téléchargé, merci, l'application Artivive qui est gratuite. Et en se mettant devant l'image, devant la peinture en question, il y a de l'animation qui va se faire avec des photos de Frédéric Bach, avec d'autres œuvres de Frédéric Bach, etc. Donc, on s'est dit, les paysages vont parler aux gens d'Huberdeau parce qu'ils vont reconnaître la partie de hockey en 1948 avec le village, ils vont reconnaître les draveurs à la rivière, ils vont reconnaître des scènes comme ça. Mais les jeunes vont pouvoir, eux autres, découvrir la réalité augmentée à travers ces œuvres-là. Et le parc est magnifique en passant. Il est sur le bord de la rivière. Donc, on va inaugurer ça. Et on va planter un arbre symbolique, évidemment, puisque Frédéric Bach avait une ferme ici à Huberdeau. Il a planté au-dessus de 100 000 arbres avec sa femme et ses enfants sur ce domaine-là. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, on va planter un arbre symbolique pour rappeler d'abord son chef-d'œuvre, l'homme qui plantait des arbres, et évidemment le fait que lui, il en a planté beaucoup ici. Ça, c'est le samedi après-midi à 13h30 dans le parc. Plantation d'arbres. Ensuite, on ouvre l'exposition sur Frédéric Bach à l'hôtel de ville, qui va être ouverte durant toute l'après-midi jusqu'à 17h. Le soir, on présente le film à l'église d'Huberdeau, église où Frédéric et Ghislaine se sont mariés en 1939. Donc, on présente le film Frédéric Bach, Grandeur Nature, qui est un très beau film. Je ne saurais pas plus vous le recommander. Écoutez, je l'ai vu 3 fois et j'ai encore des papillons à chaque fois. C'est vraiment très beau. Ça, c'est le samedi soir à l'église d'Huberdeau à 7h30. Le lendemain, l'exposition se poursuit à l'hôtel de ville d'Huberdeau, toujours encore là pour découvrir qui était ce personnage-là. Vous allez voir de nombreuses œuvres qu'il a peintes dans la région ici, des métiers, etc. Puis vous allez évidemment connaître son histoire, sa biographie, son histoire avec sa conjointe, etc. Bref, c'est vraiment 3 jours consacrés à découvrir qui était ce personnage-là. Quelles sont les causes qu'il a défendues toute sa vie? Quel a été son travail qu'il a fait quand il a travaillé à Radio-Canada? Les nominations et les prix qu'il a gagnés un peu partout, etc. Les reconnaissances. Ça va être vraiment une occasion pour les gens qui ne connaissent pas Frédéric Bach de découvrir ce personnage-là, de s'y intéresser et peut-être après ça de faire des recherches sur Internet pour voir certains de ses films, justement. Monsieur Bach, par la nature même de son occupation, donc faire des films à la main, devait être extrêmement productif. Et donc, de son vivant, il a créé sûrement une œuvre monumentale, une quantité inimaginable d'œuvres, de dessins, de peintures, de toiles, de tout. Est-ce que la ville d'Huberdeau a hérité de cette œuvre-là et de ces œuvres-là, et c'est pour ça que vous pouvez les exposer à l'hôtel de ville puisqu'ils appartiennent à la municipalité, ou est-ce que c'est un prêt que la famille vous fait? En fait, il y a 2 choses là-dedans. C'est que tout ce qui a été produit à Radio-Canada, donc... appartient à Radio-Canada. C'est vrai. Donc, toutes les images qu'on a pu obtenir, c'est Radio-Canada qui nous les a concédées. Okay. Évidemment, on a dû payer certains frais de droits d'utilisation, mais ils nous ont énormément aidés pour nous donner des photos de lui dans différentes situations à travers son travail à Radio-Canada, des images des films qu'il avait produits. Et la famille, le garçon, en fait, de M. Bach, qui est encore vivant, Christian, qui va être ici d'ailleurs durant les Journées de la culture, lui nous a énormément accompagnés et c'est lui qui nous a cédé le droit d'utiliser des œuvres de son père. Tout ce qui a été peint, autrement dit, en dehors des films. Exact. Il y en a des milliers, là, c'est pas compliqué. C'est certain. C'est ça. Et plusieurs, évidemment, qui ont été faits dans la région, parce que quand il est arrivé ici en 1948, il n'arrêtait pas de peindre. Tout ce qu'il faisait, il peignait. Il travaillait pour un agriculteur, puis il y avait 2 heures par jour que l'agriculteur lui donnait
venaient juste pour faire de la peinture. Fait qu'ils partaient puis ils allaient faire des paysages. Puis, donc, vous pouvez imaginer les scènes qu'on a qui sont fantastiques. On a une partie de hockey qui s'est jouée en 1949, là, j'en parle, j'ai encore des frissons. C'est beau, c'est merveilleux. On reconnaît l'église du village, puis les draveurs sur la rivière. Vous embarquez sur le pont, vous regardez la rivière, c'est exactement la même scène à l'époque, mais avec des draveurs dedans. Là. Fait que vous voyez un peu fait que ça, on en a une quarantaine d'œuvres comme ça là, qui vont être présentées. On n'a pas en présenter plein, mais on en a sélectionné. Est-ce que c'est vous qui les avez sélectionnés? Oui, c'est le curateur, le curator qu'on appelle? Bon, écoute, j'étais pas seul, là, puis c'est important de le mentionner. La personne qui nous a aidés à monter tout ce qui va être présenté dans le parc, et tout ce qui va être présenté durant l'exposition s'appelle Marie-Josée Lebel. Marie-Josée Lebel, c'est une artiste connue dans les Laurentides, qui est une muséologue aussi, qui est une enseignante en art et qui est conseillère municipale dans le village voisin de Brébeuf et qui est responsable de la culture. On s'est rencontrés, on a jasé, discuté, conceptualisé, idéalisé. Exactement, mais Marie-Josée a été une perle extraordinaire dans ça. Tout comme les employés de la ville qui ont mis la main à la pâte, etc. Et Angélique Bélanger, qui est notre responsable des communications et des loisirs, qui a travaillé de façon exceptionnelle pour faire en sorte que cet événement-là existe. Là. On ne peut qu'espérer que les gens viennent maintenant festoyer avec nous, découvrir Frédéric Bach. On a très hâte d'aller voir ça. Monsieur Saint-Amand, merci de nous en avoir parlé. Merci de nous avoir fait découvrir Frédéric Bach. On va certainement aller jeter un coup d'œil là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. À Saint-Sauveur, des travaux sont présentement effectués sur le chemin du lac Millette entre le boulevard Jean-Adam et l'avenue Saint-Denis. Les travaux qui seront effectués jusqu'au 13 décembre sur le chemin du lac Millette permettront de moderniser les infrastructures de gestion des eaux, d'augmenter la fluidité de la circulation, de même que de renforcer la sécurité routière et piétonnière de ce secteur. Il s'agit d'un investissement de 5,2 millions de dollars. À terme, le chemin du lac Millette aura des allures de boulevard urbain, favorisant le transport actif et répondant aux objectifs de verdissement et d'embellissement des zones commerciales. Les résidences et commerces de ce secteur bénéficieront d'installations sanitaires, d'aqueducs et d'égouts pluviales durables et adaptés pour faire face au changement climatique. S'échelonnant sur plus d'une saison, ces travaux seront réalisés en 2 temps, d'abord d'août à décembre 2024, puis au printemps 2025, pour une durée approximative de 6 à 8 semaines. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin d'éviter la fermeture complète de l'ensemble de la zone de travaux pendant de nombreuses semaines. Un plan de séquence des travaux a été établi pour réduire au minimum l'étendue des entraves et leur durée afin que tous les commerces puissent demeurer accessibles. Dès les premières semaines, des interventions ponctuelles auront lieu aux différentes intersections de la zone de travaux pour installer un réseau temporaire d'alimentation en eau. Une borne fontaine sera notamment installée aux abords du chemin du lac Millette dès le démarrage des travaux pour connecter ce dernier au système d'aqueduc. Celui-ci demeurera fonctionnel durant toute la durée des travaux de remplacement des conduites et de reconstruction de la chaussée. Cette importante première étape occasionnera des coupures d'eau ainsi que des avis d'ébullition d'eau dont seront informés les citoyens et commerçants inscrits au service municipal d'alerte à la communauté. Suivant le phasage établi, différents segments du chemin seront ensuite excavés et drainés pour permettre la mise en place des nouvelles installations sanitaires, pluviales et d'aqueducs qui seront par la suite réensevelis. Enfin, la route sera élargie, de larges trottoirs seront construits des 2 côtés, un îlot central sera aménagé et des éléments d'éclairage seront installés. Une voie de virage à l'intersection entre l'avenue de la Gare et le chemin Jean-Adam sera ajoutée sur le chemin du lac Millette afin d'y décongestionner le trafic aux heures de pointe. Au printemps 2025, les travaux de terrassement, l'ajout d'une seconde couche de pavage puis le marquage de la chaussée compléteront les interventions. Dans le souci d'atténuer les impacts sur les commerces situés dans le périmètre ciblé, la Ville a prévu une signalisation accrue aux endroits névralgiques et mettra en place de nombreuses mesures pour permettre à la clientèle d'accéder aux commerces sans encombre. Grâce à la collaboration de la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur-Piémont, la Ville a aussi préalablement rencontré les commerçants dont l'établissement est situé aux alentours de la zone de travaux afin de leur présenter les plans, répondre à leurs questions, leur fournir les outils d'information et discuter des mesures d'atténuation possibles. Le maire Jacques Garriépi déclare que ces travaux viendront assurément améliorer la qualité de vie des résidents et des commerçants de ce secteur qui ont subi plus d'une fois les conséquences de bris dans les conduites d'aqueduc. Pour plus d'informations sur les travaux effectués sur le chemin du lac Millette, communiquez avec le service des communications et des relations avec les citoyens au 450-227-0000, au poste 2700 ou par courriel à communication@vss.ca.
Le 17 septembre dernier, lors du 5-7 interchambres au centre sportif Pays d'en Haut, la MRC des Pays d'en Haut a dévoilé son nouveau site web dédié au développement économique. Mylène Perrier, directrice générale de la MRC, en a profité pour annoncer la nomination de Chana Fournier comme directrice du service de développement économique, décision entérinée par le Conseil des maires. Mis en place par le service de développement économique de la MRC, ce portail a été conçu pour faciliter l'accès aux ressources essentielles pour les entrepreneurs de la région, qu'il s'agisse d'informations sur les programmes de financement, d'outils pratiques ou d'actualités pertinentes pour soutenir leur démarche de démarrage et la concrétisation de leurs projets d'affaires. En plus du site Web, les entrepreneurs pourront également obtenir des informations via les pages Facebook et Instagram du service de développement économique, offrant ainsi une présence active et continue sur les réseaux sociaux pour partager les nouveautés, les opportunités et les événements à venir. Ce nouveau site vise à devenir un point de référence incontournable pour les entrepreneurs locaux, en leur permettant de bénéficier d'un accompagnement simplifié et d'une vue d'ensemble sur les opportunités et les soutiens disponibles sur le territoire. Chana Fournier, directrice du service de développement économique, affirme que la MRC est déterminée à offrir aux entrepreneurs de la région tous les outils et le soutien nécessaires pour leur permettre de prospérer. Elle ajoute que le lancement de pdheconomique.com ainsi que la présence accrue du service sur les réseaux sociaux reflètent son engagement à rendre ces ressources accessibles et à renforcer l'accompagnement. Ce nouveau site Web est maintenant en ligne, encore une fois, au pdheconomique.com. La MRC des Pays d'en Haut désire informer la population qu'un nouveau fournisseur est responsable de la collecte des bacs roulants, tant pour le compostage, le recyclage que les déchets ultimes, et ce, depuis le 2 septembre. En raison de cette transition, les bacs pourraient être vidés à une heure différente de celle à laquelle les citoyens sont habitués dans certains secteurs. Une période d'adaptation est nécessaire pour permettre aux chauffeurs de s'habituer à leur nouvelle route de collecte. La MRC travaille conjointement avec son fournisseur pour limiter les inconvénients et la durée de cette période d'ajustement et sollicite la compréhension et la patience des citoyens. Si vous pensez que votre collecte est perturbée par les nouvelles routes, voici quelques recommandations. Si votre bac n'a pas été vidé, veuillez le signaler à la ligne InfoCollect et le laisser au chemin. Une reprise de collecte est peut-être déjà prévue dans le secteur. En raison du fort volume d'appels, il est conseillé d'utiliser le formulaire de requête en ligne à lespaysdenhautrecycle.com. Notez également que la collecte du recyclage pour les municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs et Piémont est désormais les jeudis. On peut consulter les calendriers de collecte sur lespaysdenhautrecycle.com pour les commerçants disposant d'une fréquence de collecte différente et dont les bacs sont identifiés d'un autocollant orange de la MRC. Le calendrier est également modifié. Les déchets sont dorénavant collectés les mardis. Les calendriers sont également disponibles en ligne selon le secteur au lespaysdenhautrecycle.com. En raison d'un fort volume d'appels, l'équipe de la MRC peut traiter les demandes avec un délai de 48 heures. Les citoyens sont donc encore une fois invités à tenir compte de ces délais avant de formuler une plainte. La MRC remercie les résidents de ne laisser qu'un seul message par demande et de demeurer respectueux en tout temps avec le personnel. La MRC est consciente des désagréments que cette situation peut occasionner et elle met tout en œuvre en collaboration avec son fournisseur pour les atténuer le plus possible. Le 10 septembre dernier, la MRC des Pays d'en Haut a tenu la 7e séance ordinaire de son conseil à Sainte-Anne-des-Lacs. L'adoption de l'énoncé de vision stratégique finale y a été un point central. Cet énoncé, fruit d'une réflexion collective et de consultation publique, marque une étape clé dans la révision du schéma d'aménagement et de développement du territoire. Il s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures en orientant le développement de la région sur le long terme. La révision du schéma a débuté par une analyse du territoire et des rencontres avec des experts. Les principaux enjeux, classés par thématique, ont été discutés avec les services concernés et les élus. En février 2024, des consultations publiques ont permis aux citoyens de s'exprimer sur le projet d'énoncé de vision. Leurs commentaires ont été intégrés, menant à l'adoption du document en septembre. Ce document fixe les grandes orientations pour les 10 à 15 prochaines années, couvrant le développement durable sous ses aspects économiques, environnementaux, sociaux et culturels. Il servira de base à la planification territoriale et aux interventions concrètes, comme notamment la protection de l'environnement, la création de milieux de vie attractifs et l'adaptation au changement climatique.
Les prochaines étapes incluent la révision complète du schéma d'aménagement qui définira les actions concrètes pour faire des Pays d'en haut un territoire durable, résilient et inclusif. À Sainte-Adèle, les services techniques et hygiène du milieu amorcent un rinçage du réseau d'aqueduc, une procédure annuelle permettant d'assurer la bonne qualité de l'eau potable et de maintenir en bon état l'ensemble du réseau. Le rinçage des conduites d'aqueduc a débuté le 10 septembre dans le secteur Mont-Roland. L'opération devrait s'étendre jusqu'au 4 octobre. Des panneaux seront installés dans les rues afin d'aviser les résidents lorsque leur secteur sera en rinçage. Les rues concernées sont les suivantes: le secteur du plateau Mont-Roland, le boulevard des Monts, la rue Roland, de la rue Saint-Georges jusqu'au boulevard Radieux, le domaine Radieux. Les périodes de rinçage sont d'une durée de 30 minutes en moyenne. L'eau demeure potable à la consommation. Toutefois, il est important de vérifier la coloration avant son utilisation, car l'eau prise au robinet de la maison ou utilisée dans les appareils de lavage pourrait avoir une coloration jaune ou brune selon la densité du calcaire en suspension. Cet inconvénient est passager dans la mesure où les directives émises par la Ville sont suivies. Voici quelques précautions élémentaires qui vous permettront d'éviter des désagréments éventuels. Vous pouvez couper l'arrivée de l'eau, vérifiez toujours la transparence de l'eau avant de l'utiliser, faites couler l'eau au moins 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit claire avant de la consommer ou de l'utiliser pour le lavage. Faites la lessive le soir dans les secteurs où le rinçage est de jour ou la fin de semaine. Si l'eau est brouillée, ouvrez le robinet d'eau froide du bain et laissez couler jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Si le débit est inférieur à la normale, il faut dévisser et nettoyer le filtre du robinet et le remettre en place. Pour toute question, contactez le 450-229-2921 au poste 3255. Grâce à l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Sainte-Adèle a fait l'acquisition de magnifiques panneaux d'exposition extérieure. Pour la première exposition, la Ville souhaite mettre en lumière le talent de photographe de ses citoyens dans le cadre d'un concours photo ayant pour thème un beau moment. À travers l'objectif de votre appareil photo ou de votre cellulaire, faites découvrir votre beau moment à Sainte-Adèle, un endroit que vous chérissez, un paysage qui vous touche, un événement à ne pas manquer, votre histoire favorite ou votre activité préférée. 10 photos seront sélectionnées pour l'exposition qui sera installée sous l'esplanade de la Place des Citoyens pendant la saison hivernale. Leurs auteurs se mériteront une paire de billets pour un événement de leur choix présenté à la Place des Citoyens, un livre Sainte-Adèle en aquarelle d'Anne Barbery ou 50 $ en argent adélois échangeable dans les commerces participants. Vous devez faire parvenir vos photographes un maximum de 5 par personne à Culture, à l'adresse courriel culture@vdsa.ca au plus tard le lundi 14 octobre. Soucieuse des préoccupations exprimées par sa communauté et à quelques mois de l'adoption du budget 2025, la municipalité de Valmorin convie les citoyens à une rencontre visant à faire le point sur sa situation financière, de même que sur la démarche entourant la mise en place du nouveau cadre financier 2024-2029. Cette rencontre sera l'occasion de présenter les projections et stratégies qui assureront une prise de décision éclairée pour une gestion financière stable et durable de la municipalité au cours des prochaines années. Cette séance d'information aura lieu à l'Hôtel de Ville et non à l'Église le lundi 30 septembre dès 19 h. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.